La libération n'est pas seulement la fin de l'occupation. Elle représente le plus grand bouleversement politique qu'ait connu à ce jour la France du XXe siècle. D'immenses espérances et des lendemains qui déchantent. Les questions à ce propos n'ont pas fini de hanter la mémoire collective. Révolution trahie, le mot court dès 1945 de différents côtés. Mais c'est tout au mieux un constat d'échec et qui ne renvoie qu'au comportement et à la responsabilité de quelques individus. Reste à comprendre les conditions de la chute d'un régime et les conditions d'une restauration, la dualité de la résistance et celle des pouvoirs à la libération, l'opposition du gouvernement provisoire et des institutions de la résistance intérieure, les équivoques de la reconstruction et des réformes de structure, et, sous la façade d'unanimité nationale, la complexité des aspirations et des intérêts, leur conjonction et leur disjonction, leurs mouvements et leurs conflits. Du point de vue des résultats, l'époque de la libération peut être perçue sous le signe de l'échec ou celui de la réussite. N'a-t-elle pas connu la troisième des entreprises de transformation générale de l'économie française, qui furent lancées à partir de 1936 ? Certes, chacune de celles-ci s'est caractérisée par la diversité, l'absence de clarté des projets initiaux, la distance entre les aspirations originelles et les résultats inscrits dans les faits. Tandis que la Révolution nationale avait réuni sous l'étiquette corporatiste les partisans d'un capitalisme rénové, autoritaire et hiérarchisé, aux zélateurs nostalgiques du passé et d'un système d'inspiration précapitaliste, le Front populaire et la libération furent conçus contradictoirement par les uns comme un réaménagement du capitalisme, par les autres comme une transition vers le socialisme. Toujours est-il que ces poussées successives sont à l'origine de la régénération du système capitaliste français qui s'est affirmé à partir des années 50 et qui se caractérise essentiellement par trois éléments nouveaux qui ne remettent pas en cause les rapports de production capitalistes. Une conception novatrice des fonctions de l'État. Celui-ci n'ayant plus pour horizon le maintien étriqué de l'ordre social, mais la puissance économique reconnue comme moyen essentiel de l'indépendance et de la prépondérance politique. La reconnaissance du lien entre progrès économique, développement des forces productives et modifications structurelles, ce qui impliquait l'abandon des normes traditionnelles et l'acceptation de mouvements tels que la concentration. Enfin, en conséquence, l'affirmation du rôle de l'État, non plus comme conservateur des structures passées, mais comme animateur des adaptations structurelles de l'économie. Ce rôle, l'État allait l'assurer en assume de tâches nouvelles. La distribution centrale des ressources financières. L'appropriation d'industries de base qui, pouvant se libérer du critère du profit, acceptant même des déficits structurels, joueront le rôle de pionniers, de garants, d'appui permettant aux entreprises privées et au système dans son ensemble de maintenir ou de retrouver une logique du marché et des profits. Respectivement, malgré la diversité des idéologies et des forces sociales qui en sont à l'origine, les transformations opérées en 1944-1946, après celles réalisées par le Front populaire et par Vichy, apparaissent les tâtonnements par lesquels le capitalisme français a fait peau neuve et retrouvé son dynamisme. À considérer le mouvement politique et social, l'origine militaire de la libération peut être soulignée par la comparaison historique. Comme le Front populaire, il a touché l'ensemble du pays et n'a pas été un phénomène avant tout parisien, comme les révolutions de 1848 ou la Commune. Mais 1936 et 1944 ont des points de départ qualitativement différents. La crise économique, pour l'un, la guerre mondiale et l'occupation du pays, pour l'autre. Les facteurs politiques sont bien plus importants dans le développement de la résistance que dans l'essor du Front populaire. La politique extérieure joue dans les clivages internes un rôle plus grand encore qu'en 1871. À la différence de 1936, le système social est sauvegardé. La sécurité sociale et les comités d'entreprise ne suppriment pas plus la condition ouvrière que l'instauration des congés payés. De même qu'à l'époque du Front populaire, les augmentations de salaire ont été vite absorbées par la hausse des prix. L'accroissement rapide de la production n'est pas apparu plus profitable que la stagnation économique qui avait suivi la victoire de 1936. À l'échelle des espérances qui l'ont porté, la libération offre un sombre bilan. La fin de l'occupation fait place à une nouvelle dépendance, et les vagues promesses d'émancipation des colonies à une nouvelle figure de l'impérialisme colonial. Des aspirations à une démocratie non plus formelle, mais réelle, on revient, après le rejet par référendum du retour à la Troisième République et l'élection de 2 constituantes, aux vieilles institutions parlementaires, sans changement appréciable. Les réformes de structure brandies comme une arme de guerre contre le grand capital aboutissent à une restructuration de l'économie, d'où la puissance sociale que la résistance voulait abattre sort indemne. La classe ouvrière, enfin, dont la place nouvelle des représentants à la tête de l'État apparaissait comme l'indice et le prélude d'un changement de sa position sociale, se trouve en 1947 brutalement rejetée à l'arrière-plan de la société, acculée à défendre des conditions matérielles d'existence guère plus enviables qu'au temps de l'occupation.
L'automne de 1947, où s'achève le cycle de la libération, est l'antithèse de l'été 1944. La grande bourgeoisie qui avait ligué contre elle trop de force avait dû subir une défaite. Lors des grèves insurrectionnelles de 1947, les plus violentes avec celles de 1948 de tout l'après-guerre, c'est le prolétariat qui est quasiment isolé face à toutes les autres classes et qui subit la défaite. Fin des équivoques, celle de la reconstruction et celle des réformes de structure, fin des illusions politiques, fin du régime de l'unanimité. Les divisions et les conflits de classe reprennent leur allure traditionnelle. De la victoire de la bourgeoisie, on ne peut dire qu'elle soit due à des mérites brusquement acquis aux yeux du pays, ou même au sang neuf apporté ou aux réévaluations nécessaires opérées par la promotion des éléments résistants. Les raisons du maintien d'une classe au pouvoir sont parfois négatives. C'est que la capacité d'une classe dominante est une chose, la solidité du système social en est une autre. D'une part, les conditions internationales, la présence militaire américaine et leurs effets intérieurs en Europe occidentale, ainsi que la politique extérieure soviétique, ont largement favorisé une stabilisation sociale. D'autre part, ce sont les classes intermédiaires urbaines et rurales, celles qui aspiraient à se hisser dans l'ordre social plus que celles qui étaient en haut, celles auxquelles la pénurie offrait une chance exceptionnelle d'ascension, qui ont été le principal facteur intérieur du retour au statu quo. Toute l'habileté de la bourgeoisie a été de laisser jouer cette masse imposante avec ses revendications libérales en se retranchant derrière elle. La classe ouvrière s'est usée à supporter, sans contrôle de l'industrie, ni contrepartie véritable, à la fois les ambitions de la modernisation et les exigences de l'économie traditionnelle, le poids des sacrifices aux premières et celui des concessions aux secondes. Les étapes et les péripéties de l'après-libération sont nombreuses, mais le tournant politique décisif, même en dernier ressort pour la politique extérieure, réside dans l'élimination des institutions résistantes et insurrectionnelles. Comme la trouée de la Commune, entre le règne imposant du Second Empire et l'impressionnante longévité de la Troisième République, les comités de libération, les milices patriotiques et les FFI ont eu une existence brève, quelques mois à peine. Les comités de gestion n'ont vécu qu'un peu plus longtemps. Ils constituent pourtant l'expérience politique la plus originale, la plus audacieuse, la plus créatrice du mouvement populaire en ce siècle. Leur fin marque la fermeture de voies nouvelles à peine esquissées et le retour aux ornières du passé. Dès avant la guerre, un Daniel Halévy dans son livre « Décadence de la liberté » n'avait-il pas remarqué que la réalité de l'État traditionnel échappait à tout contrôle effectif, que tout se passait comme si la souveraineté officielle était vaine et comme si le pouvoir réel résidait ailleurs, réussissait à suggérer, à imposer ses votes au Parlement. Ce pouvoir, celui de la machine bureaucratique qui agissait parallèlement aux pressions des forces sociales conservatrices, était régulièrement parvenu à endiguer, encadrer, puis renverser toute majorité politique qui entendait modifier le statu quo. De 1902 au Front populaire pas moins. De 6 succès électoraux des gauches, avaient abouti en moins de 2 ans à l'échec et l'éclatement. Toute l'histoire de la Troisième République montrait les limites étroites du jeu électoral et de l'action parlementaire. La restauration de l'État tel qu'il avait été renforcé et centralisé sous Vichy, effectuée au-dessus de tout contrôle, avant même la réunion de la Constituante, dépossédait la masse de la population de toute participation réelle aux affaires publiques. Les conditions étaient reconstituées par une réédition des expériences d'avant-guerre, quant à l'épuration. Au cours du cycle de la libération, les contradictions internes des mouvements politiques éclatent, tour à tour. Contradiction du gaullisme, qui en éliminant la résistance et en luttant contre tout bouleversement politique et social, sapait les forces qui appuyaient sa politique extérieure. Contradiction du communisme, qui se voulait le héros de l'indépendance nationale tout en acceptant le partage de Yalta, qui luttait pour des formes de démocratie directe tout en exaltant le régime de Staline. Contradiction du socialisme, qui prônait la transformation des structures sociales et le retour aux structures politiques traditionnelles, qui prétendait abolir le capitalisme libéral dans le même temps où il plaçait le pays sous protectorat américain. Ce sont les divisions et les contradictions des mouvements politiques, l'éclatement des aspirations qui avaient fusionné sous l'occupation qui a permis aux conditions internationales de peser de tout leur poids. Les oppositions politiques se sont rapidement réduites à n'être que l'ombre portée des rapports entre les États-Unis et l'Union soviétique, ombre qui a couvert y compris les conflits sociaux, chacun ayant choisi son camp, son foyer de civilisation. La tragédie de la libération réside dans l'impuissance politique, mais aussi idéologique, de dépasser un monde bipolaire par le partage en zone d'influence entre les deux grands, bipolaire plus encore parce qu'enfermé dans l'alternative représentée par ces derniers, capitalisme libéral ou système bureaucratique. Aujourd'hui même, à cet égard, le rideau de cette tragédie n'est pas encore tombé.